Il va dormir où, cet enfant, quand la garde à vue se termine? En général, il est pris en charge par l'État, soit dans un lieu associatif qui est habilité pour ça, soit dans un centre éducatif fermé. Il ne retourne pas chez ses parents. Des fois, il retourne chez ses parents. C'est ça qui est, à mon sens, c'est ce qui revient souvent, même si le refus d'obtempérer, c'est pas le même sujet, mais dès que ça touche à la minorité, que ce soit l'OMG King, le refus d'obtempérer, des violences avec un couteau. Parce que chaque âge est important. 16 ans, c'est pas 14 ans. Oui, mais le gamin de 14 ans aujourd'hui n'est pas le gamin de 14 ans d'il y a 20 ans, en fait. J'espère qu'un jour les gens vont comprendre ça, en fait. J'entends bien. Les gens, je sais pas comment vous le dire. Après, faut voir le profil exact. Mais déjà, le monsieur il nous dit il y a déjà plusieurs rapports. Est-ce qu'il a été bien pris en charge par rapport à ces rapports? Tout à l'heure, le monsieur qui intervenait, il a dit un truc très intéressant. Et moi, je me suis senti concerné. On n'est pas dans leur tête, en fait. On représente l'autorité, ils ont un problème avec l'autorité, et on ne sait pas à quel moment on peut faire face à un acte de violence aussi terrible que celui-ci. Tout à l'heure, la dame a parlé de Seine-Saint-Denis, mais les gens ne se rendent pas compte, la Seine-Saint-Denis, c'est la guerre. C'est-à-dire que même les profs, je pense, comme mes collègues, on a dû s'adapter, en fait. Limite, moi, je sais que j'ai fait des interventions là-bas, les gars, ils m'engueulaient quand je les vous voyais. Parce qu'en fait, on est dans un autre monde en Seine-Saint-Denis. C'est pas tout à fait la France, en fait. C'est un autre monde. Vous êtes confronté avec des gens qui ont des règles complètement différentes, des coutumes ou une culture qui est souvent très différente. Ça peut être positif, mais des fois, c'est négatif aussi. Et en fait, vous devez vous adapter. Donc, je pense que mes collègues de l'éducation nationale qui font, eux, un travail difficile, qui, je pense, ne sont pas assez armés mentalement comme nous, on n'est pas assez armés mentalement, même si on est armés létalement, mais je pense pas assez juridiquement. Voilà, c'est des problèmes, mais je pense que nos problèmes, ils se rassemblent. Il y a un gros problème dans ce pays avec l'autorité. Et moi, ce qui me dérange, c'est qu'on répète tout le temps les mêmes choses. Vous en avez parlé tout à l'heure avec ce cas qui nous avait tous touchés, Mélanie, 31 ans, qui avait été tuée, elle, par un gamin de 14 ans aussi. Mais moi, je suis pas dans l'éducation nationale, mais je vais pas vous dire qu'est-ce qui a été fait. Par contre, depuis l'affaire Naël, qui avait 17 ans, qui avait été interpellé 3 jours auparavant, qui était en garde à vue 3 jours auparavant, et qui devait être jugé au moment des faits, qui devait être jugé en septembre. Et que s'il avait été jugé, je sais pas si la loi de M. Dupond-Moretti était passée encore, mais même s'il avait été condamné, il aurait fait sa peine que 6 mois avant, s'il avait eu une peine. Mais en fait, le problème, c'est que le prof, le policier, le gendarme, c'est lui qui doit gérer ces gens, en fait. Parce que des parents prennent pas leurs responsabilités, peut-être l'État aussi ne prend pas ses responsabilités via d'autres ministères, via l'éducation. Moi, je vois, vous parlez de l'école tout à l'heure, moi aussi j'ai eu la chance au début d'aller en privé, et à un moment j'étais dans des écoles publiques aussi. Mais quand j'étais en public, bah oui, les gars, pour régler les comptes, ils attendaient devant l'école à 40. Et c'est des policiers qui venaient, avec la tenue, ma première tenue, moi, que j'avais eue dans les années 90, ils venaient, ils accompagnaient le gars, ils escortaient l'individu, le gamin de 16 ans, ils l'escortaient, parce qu'il y avait 40 mecs du Bois-l'Abbé qui attendaient devant, parce qu'il y avait eu un regard de travers. Et que ce gars-là, il faisait de la boxe, donc le rapport de force, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, il faut un couteau maintenant. Quand vous êtes jeune, même des adultes, dans les transports en commun, les gens, ils se baladent avec un couteau. Parce qu'ils ont peur. L'inquiétude, c'est qu'on a de plus en plus de blessés dans nos rangs à cause de ce type de méfaits. Et ça, je pense que les collègues en ont plus que ras-le-bol. Et puis là, ces 3 derniers jours, ils nous ont fait... ça fait mal, très mal à notre profession. Comme vous l'avez dit, il y a peu de personnes qui s'expriment. On a le soutien de notre ministre de tutelle. Maintenant, c'est très restreint. Tout à l'heure, on parlait alors, on va pas faire une guerre de la fonction publique, mais j'ai vu certains partis parler de ce qui s'est passé dans cette école, de cet établissement où il y a une prof qui a été blessée. Et ces mêmes personnes n'ont pas eu un seul mot pour des policiers qui ont été blessés. Pourtant, les images, on les a. On voit une collègue, comme vous l'avez dit, qui gagnait un peu plus que le SMIC, ou quasiment le SMIC, qui a choisi qui est policier adjoint, qui est traîné sur plusieurs mètres. Et on a l'impression que ça choque pas, en fait. Et il faut savoir que nous, pour la petite anecdote, en ce moment je traite quelques dossiers sur ces sujets-là, nous les policiers, quand on fait une rayure sur une voiture, sur un refus d'obtempérer, on a une enquête administrative, automatique. Faut le savoir. Non mais une rayure, je vous assure, Pascal Pro, je vois que vous me regardez étonné, mais je vous assure que c'est vrai. Une rayure. Plus rien ne m'étonne aujourd'hui. Parce que moi j'ai la chance d'être dans la police depuis 28 ans. Moi, quand ça m'est arrivé d'avoir une rayure ou d'avoir un carton, une fois, ça m'est arrivé d'avoir un carton avec un particulier. La seule chose qui était un peu
on est obligé de l'emmener au commissariat pour faire le constat. Mais on faisait un constat et moi, je faisais un rapport. Et puis voilà, si jamais j'avais pas commis de faute grave, voilà. Non, aujourd'hui, de manière systématique, dans la police nationale, en tout cas sur mon rayon d'action, c'est-à-dire l'Île-de-France, automatiquement, c'est une enquête administrative. Et quand vous êtes policier, et qu'à un moment, vous vous retrouvez face à un officier ou un commissaire, vous expliquez pourquoi vous avez essayé de faire votre travail avec le peu de moyens que vous avez, bah vous prenez un coup derrière la gueule. Et quand vous voyez derrière les élus qui disent aucun refus d'obtempérer ne mérite la mort, mais il n'y a aucun policier qui veut donner la mort, en fait. Il faut que les gens comprennent ça, en fait. Nous, on essaie juste de protéger la société contre ces individus. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on parle du refus d'obtempérer, ça a augmenté de plus de 11%, qu'il y a eu 8000 policiers blessés à cause des refus d'obtempérer. C'est énorme. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que les délits de fuite, parce que s'il n'est pas pris en charge par les policiers, il n'y a pas de refus d'obtempérer. Donc personne pour le constater. Mais faut voir le nombre de délits de fuite qu'il y a en France. Quand des gamines se font percuter en sortant de l'école, quand la personne dépose ses enfants à l'école en voiture, vous savez combien on a de délits de fuite? Et c'est ça, en fait, la différence. Si vous rentrez toutes ces statistiques-là, là, vous verrez, les chiffres seront vraiment énormes. Et les gens auront vraiment peur. Maintenant, je pense que la solution, elle est très simple, déjà, sur l'aspect répressif, puisque depuis des années, on nous bassine avec l'aspect préventif qui ne fonctionne pas. J'aimerais bien que les gens se réveillent et disent « Oui, ça y est, c'est bon, ça fait 20 ans, ça marche pas. » C'est vrai. Donc maintenant, on va essayer notre méthode. Si ça marche pas, ok. Mais par contre, on essaye. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui s'attaquent aux fonctionnaires de police, aux gendarmes, aux pompiers, au personnel de santé, ils prennent des peines, ou à l'éducation nationale, ils prennent des peines minimum. C'est pas grand-chose. Et n'allez pas me dire, il n'y a pas de prison. Parce qu'à chaque fois que je dis ça, on me dit, il n'y a pas de prison. Mais en fait, excusez-moi, mais démerdez-vous, en fait. Moi, quand mes collègues ils passent devant un cambrioleur, eh ben, ils tournent pas la tête comme ça. Ah non, il n'y a plus de place en garde à vue, faut pas le ramener. On tourne pas la tête, je suis désolé. Eh ben, vous faites pareil. Parce que nous, si on tourne la tête, on va avoir une enquête administrative. On va nous dire, monsieur, ce jour-là, vous avez eu un appel avec 3 individus cagoulés dans une BMW en Seine-et-Marne et vous n'êtes pas intervenu. Il va falloir vous expliquer. Et vous allez prendre une sanction et vous n'aurez pas d'avancement pendant 3 mois. Et c'est ça la différence. Et même chose pour la réponse pénale. Un juge, un magistrat, je ne mettrai pas les magistrats dans le même panier, bien sûr. Il y a un magistrat qui, comme dans l'affaire Elias, donne à aucune responsabilité d'interdire à 2 individus qui font l'objet de fiches de recherche, qui ont interdiction de communiquer ensemble, et qui finalement, un de ces individus met un coup de machette zombie à un gamin qui est décédé, qui revenait du foot tranquillement, qui avait rien demandé à personne. Je pense qu'à un moment, lui aussi, il a le droit à une petite enquête administrative comme nos policiers ont le droit. Absolument. Reda Belladj est avec nous sur l'antenne d'Europe 1 à 17h21 pour parler de la sécurité sur la voie publique telle qu'elle est aujourd'hui orchestrée par les policiers et par les voyous. Le procès de Florian M est programmé quand ? On ne sait pas, peut-être en 2026. Vous savez, ça va être un procès. Je vais pas vous dire j'ai des craintes par rapport à ça. Pourquoi ? Parce que et j'en ai autant que vous. Parce que je me dis que si ceux qui vont juger sont d'accord avec le fait que le Calais, les images, je les ai vues comme vous. Elles ont choqué mes filles aussi. Elles ont choqué des enfants, je le comprends. Mais ces gens, mes enfants, ces gens, ils sont pas policiers. Moi, je vois un policier sur un capot. Je vois une voiture qui a failli renverser plusieurs personnes. Et à la fin, la personne demande de s'arrêter. Elle sait comment fonctionne Malheureusement, ce jeune homme savait comment fonctionne notre service. Mais à chaque fois, il n'a jamais été sanctionné. C'est peut-être pour ça qu'il a pris cette décision. On ne le saura peut-être jamais pourquoi il a pris cette décision. J'ai entendu des gens prendre la parole de son quartier, la famille proche, dire qui n'a jamais fait un refus d'obtempérer, qui n'a jamais roulé sans permis. Non, excusez-moi, non. Déjà, là, au niveau de l'éducation, il faut se poser certaines questions. Ouais. Donc, on va dresser le profil de la personne qui est malheureusement décédée. On va dresser le profil de Florian. Et le profil de Florian, il est très simple. Des médailles d'acte courage et dévouement, des médailles de sécurité intérieure, des médailles qui sont quasiment impossibles à avoir dans la carrière d'un policier lambda. Un collègue qui a un enfant, un collègue qui a aucune sanction, qui a passé ses examens de brigadier, qui a été devenu brigadier. Il a peut-être, on ne sait pas, peut-être qu'il a fait, les gens jugeront, la justice est là pour ça, peut-être qu'il a fait preuve de discernement, peut-être qu'il n'a pas fait preuve de discernement. En tout cas, il s'est retrouvé. Comment voulez-vous juger ? Sur quels éléments ?
voulez-vous juger 2 ans, 3 ans après cette seconde où il a été obligé de prendre la décision parce qu'une voiture partait, c'est en tout cas ce millième de seconde. Ce millième de seconde. Quel élément pouvez-vous apporter? Je pense qu'il faudrait, et c'est pour ça que la loi, me semble-t-il, elle est mal faite. C'est-à-dire que c'est la présomption de légitime défense pour un policier. Nous, on devrait avoir des magistrats, Monsieur Pascal Praud, on devrait avoir des magistrats qui tournent avec nous. Et bien sûr. Qui tournent avec nous et qui voient dans quelles conditions on travaille. Et selon l'environnement, parce que Nanterre, on est à 100 mètres de la cité Pablo Picasso, parce que là, tout le monde est en train de... Je remets pas en cause les marches blanches, les commémorations chaque année, mais attendez, Pablo Picasso, c'est les plus gros fours de... Enfin, les fours, pardon. C'est vraiment une plaque tournante du trafic de stupes dans les Hauts-de-Seine. C'est les numéros 1. Et ça, faut pas l'oublier. Donc voilà, vous avez... Et il y avait une course-poursuite qui s'était engagée sur combien de kilomètres et depuis combien de temps? C'est pas énorme. En fait, vous savez, on est à côté de la cité Pablo Picasso, et on est à côté du commissariat, enfin de l'hôtel de police, de la DTSP, pardon, la Direction Territoriale de Sécurité Publique, avec le TGI, avec tout ce qu'il faut. C'est même pas à 100 mètres. Vous pouvez tout faire à pied. Et moi, ce que j'ai peur, c'est que les gens prennent une décision parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur que la France brûle une nouvelle fois. Mais excusez-moi, il y a une sortie du président de la République qui a dit inexcusable, inexplicable. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire tous le constat que finalement, les cités ont brûlé, des lieux d'éducation, des maisons de quartier, des mairies, des lieux de... Enfin voilà, ils ont tout brûlé, des commerces sont brûlés, donc ça n'a rien changé. Voilà. Et pour nous, les policiers, rien n'a changé non plus. Il n'y a pas plus de formation en situation anxiogène. Voilà. Donc... Voilà, il y a plein de choses à revoir. Et moi, tout ce que je constate par rapport à tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure sur la violence, c'est que rien ne change.